De l'art, de l'argent, du bitcoin. Bah, je le dis direct, comme c'est filmé, moi j'en ai pas. Hein. Ça sert à rien de venir me couper des doigts, vous aurez rien. Malheureusement, c'est pas si facile. Vous faites plus rect que ce que vous gagnez dans le marché. Gardez-le toujours en tête. Bon, on commence? Vous voulez commencer? Qui a déjà entendu parler d'Ordinals ici? Allez! Moi, c'est Gal Wasfield, blog cryptologie sur X. Voilà, donc n'hésitez pas à follow, à regarder ce qu'il y a. Il y a mon GitHub ici. Sur le GitHub, vous trouverez le cours complet que j'ai fait sur Ordinals. Il est en français, en anglais, en espagnol. Voilà, j'ai le premier contributeur sur le dossier. Le dossier s'appelle Boss, on en parlera. Voilà, n'hésitez pas, il y a pas mal de trucs. OP Space BTC, c'est la partie plus tech. Voilà, on fait des spaces techniques sur Bitcoin en français. On va les lancer en anglais. Et on va aussi faire des activités de code parce qu'à ce moment, avec les agents IA et Bitcoin, on en parlera. Il y aura pas mal de trucs à faire. Donc du coup, sur OP Space BTC, voilà, on va essayer de garder un peu de la tech. Donc, Ordinals, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce fucking truc? Voilà, Ordinals, inscription et tout. En fait, déjà, il faut comprendre d'où ça part. Ça part de la tête d'un gars qui s'appelle Casero d'Armor, qui a dit, ok, lui, ce gars, il aime bien faire, donc lui c'est un développeur, il a travaillé pour Bitcoin, pour Chain Code Labs en 2017, il a fait des pull requests pour, en fait c'est lui qui a amélioré la batterie de test sur Bitcoin Core au cours de l'année 2017 pour Chain Code Labs. Voilà, donc il a bossé quelques mois, donc il connaît bien le code Bitcoin, il connaît bien le code en général. De base, c'est un mauvais élève qui a quitté l'école jeune et qui est tombé sur le code, qui a découvert le code, qui est allé faire, je crois, c'est Berkeley. Donc quand même école assez prestigieuse, et là il a vraiment découvert le code et il s'est mis à fond dedans. Et c'est un des rares développeurs qui code en Vim et qui utilise Vim dans son terminal. Voilà, pour ceux à qui ça parle, il code en Rust depuis le terminal. Donc, et lui en fait, ce gars-là, il a bien aimé, un truc qu'il a bien aimé, c'est l'art génératif. C'est-à-dire que, vous savez, le principe de on prend des couches, on les met ensemble et ça fait une image. Par exemple, voilà, ici on a plusieurs couches, on a le background, on a les yeux et la tête, on a le corps, et donc ici on va pouvoir faire des superpositions. On appelle ça de l'art génératif. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on voit avec les CryptoPunks. Et Kazé, il a vraiment été fasciné par ça. C'est vraiment quelque chose qui, il se dit, putain, c'est beau parce que le code parle, le code produit de l'art. Concrètement, j'écris du code, il y a de l'art qui naît. Alors, on peut aimer, on peut pas aimer. Voilà, certains diront, mais c'est quoi ce design de merde, c'est dégueulasse. Voilà, peut-être qu'ils ont raison, mais il y en a qui pensent que c'est pas de la merde et qui en donnent une valeur. Donc on peut dire, bon bah, non, on s'en occupe pas, nous, cette valeur, non, ça n'existe pas. Ou on peut regarder pourquoi on pense que ça a de la valeur. Moi, je pense que c'est quelque chose qui a de la valeur. Alors voilà, parce que c'est quoi en fait le purpose d'Ordinals? C'est d'inscrire. Donc Kazé, en fait, ce qu'il a voulu faire, c'est qu'il a fait son art génératif. Il a généré donc ses 10 000, 12 000, 20 000, 100 000, un peu en général infini. Donc il en a généré plein. Et là, il s'est dit, ok, bon, bah, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une collection. Je vais inscrire des NFT. Donc qu'est-ce qu'il avait autour du Covid à peu près? Un peu avant, il a commencé à se demander, ok, comment je vais faire? Et là, du coup, il a dit, ok, il a testé les NFT, il a déployé des smart contracts, il a vu qu'il fallait, donc en fait, déposer les fichiers sur IPFS, donc pour Interplanetary File System, donc qui est un réseau dans lequel on met des données à l'intérieur et on a un lien URL qui nous permet d'y accéder. C'est ce qu'on appelle le CID à l'intérieur du réseau, et donc c'est un hash qui nous permet de retrouver le fichier. Ça permet d'éviter notamment l'altérabilité du fichier, c'est-à-dire que en général, vous savez, on vous dit oui, vous êtes sûr que ça changera jamais, que votre NFT changera pas. Oui, c'est parce qu'en fait sur IPFS on a le hash, donc c'est-à-dire que si on change l'adresse, on va changer le hash, donc du coup votre NFT, voilà, on peut pas le changer l'image. A priori. Et en fait, dans les NFT, ce qui se passe, c'est que tout est smart contract. En fait, on dit que c'est un jeton non fongible, mais il n'y en a pas beaucoup en fait des jetons. Parce que concrètement, on déploie du code qui va représenter une URL avec plusieurs URL parce qu'on a la collection. Et donc avec le principe du mint. Là, Kazé, il a dit, attends, déjà, lui, il aimait bien Bitcoin et c'était un Bitcoiner quand même. On ne travaille pas pour Chain Code Labs de nulle part. Et il s'est dit, mais
moi je me demande pourquoi est-ce que je pourrais pas mettre cette œuvre d'art dans Bitcoin. Moi j'ai produit là cet art génératif que j'estime être de l'art. Donc après tout le monde peut pas être d'accord, peut être d'accord ou non, mais lui estime que c'est de l'art. Il dit ben cet art je veux l'écrire quelque part. Et je veux être sûr que ça restera pour toujours. Parce que IPFS, si le lien il est papine, si le torrent il se perd, si... Ben, non. Ben, alors, pourquoi est-ce que sur les autres blockchains on peut faire des NFT et pourquoi sur Bitcoin alors je pourrais pas avoir de l'art? Et donc, bah, il s'est posé cette question-là. Et bah, Ordinal, c'est sa réponse. Comment libérer la donnée, globalement, facilement, sur Bitcoin? Donc en fait, ça, c'est un peu ce qu'on appelle les ordinals NFT. On va voir pourquoi le terme est évidemment pas techniquement le bon, mais en termes de compréhension de la chose, ça permet de fixer les idées parce qu'en général, en NFT, on voit ce que c'est. Oui, c'est jetons non fongibles, etc. Donc en fait, quand on parle d'inscription sur Bitcoin ou d'ordinals NFT, bon, voilà, mais clairement, c'est-à-dire que Ordinals permet d'écrire sur Bitcoin à tout jamais, facilement, techniquement. C'est facilement. On va faire, je vous montrerai tout à l'heure, à la fin du workshop évidemment, il y aura la petite démo de comment on inscrit, comment on regarde sur Magic Eden. C'est d'une facilité déconcertante et même d'ailleurs je trouve plus agréable l'expérience utilisateur et je trouve beaucoup plus agréable sur Bitcoin que sur ETH. Voilà, donc je trouve que toute la user experience est vraiment, je trouve, meilleure. Donc voilà. Alors évidemment, une trade offer qui est assez stylée que du coup a créé Kazé en créant les ordinals, c'est en permettant du coup d'inscrire. En fait, pour le but d'inscrire, c'est évidemment aussi de pouvoir transférer l'asset qu'on a inscrit. D'accord? Parce que c'est cool d'inscrire des images. Ok? Donc déjà, c'est bien parce que ces données-là vont être permanentes. Elles vont être immuables et permanentes dans Bitcoin, retrouvables. Et c'est déjà pas mal. Mais les gens veulent pouvoir trader. D'accord? Parce qu'on veut pouvoir l'acheter et la vendre. On veut pouvoir la posséder. Et donc là, Kazé, pour pouvoir faire ça, il a créé ce qu'il a appelé la théorie ordinale, sans S. Donc la théorie de l'ordinalité, en français, si on devait traduire. Et en fait, c'est tout bête. Cette théorie, elle n'est pas non plus incroyable, mais elle consiste à compter les satoshi. Donc Bitcoin, vous savez que c'est une unité de compte qui est divisable en 8 chiffres après la virgule. Donc ça veut dire 100 millions de satoshi, ça fait un Bitcoin. Ok, donc en général, un Bitcoin, c'est pas coupable. Bon voilà, Tom Benoît, désolé, mais... Évidemment, voilà, on sait qu'il y a des Satoshi. Par contre, évidemment, le Satoshi n'est pas coupable. Voilà, le Satoshi, si je dois diviser un Satoshi, il y a une erreur, la transaction est non valide. Et donc, du coup, l'idée de Kazé, ça a été de les compter, ces Satoshi. Et une fois qu'il les a comptés, un à un, d'accord, donc évidemment, il y a un algorithme, mais une fois qu'il a posé l'algorithme sur lequel on est d'accord, vous pourrez ne pas être d'accord, on peut en discuter, mais c'est l'idée d'un protocole, donc lui propose son algorithme qui marche vraiment bien. Et grâce à ça, en fait, ce qu'il dit, c'est, OK, vous inscrivez la donnée sur Bitcoin. Donc cette donnée, elle est inscrite à tout jamais. Mais comme on veut pouvoir traquer la propriété, on dit que vous allez l'inscrire sur un Satoshi. Et donc du coup, quand vous créez votre transaction d'inscription, on considère par défaut le premier Satoshi comme étant le Satoshi qui va porter la propriété de ce qui vient d'être inscrit. Vous voyez? Donc, effectivement, on va se retrouver... Alors il y a plusieurs choses, parce que donc évidemment, comme on commence à les compter aussi, il y a une notion de rareté des Satoshi. Parce que tous les Satoshi ne se valent pas. Évidemment, si j'ai le premier Satoshi du bloc là qui est produit, bah, ça a plus de valeur que celui aléatoire en plein milieu. Évidemment, la première transaction du bloc 9 de Satoshi Nakamoto vers Alphine, ça parle aux bitcoiners en général de se dire je possède des Satoshi qui ont été dans cette transaction-là. Voilà. Et grâce à Kazé et Rodamor au protocole ordinal, donc à la théorie de l'ordinalité, je dirais en français plutôt que théorie ordinale parce que sinon on se mélange, ordinals protocole et la théorie de l'ordinalité qui compte les sats, vraiment, voilà, nous permet comment ça s'appelle, de traquer. Par exemple, là, il y a les tokens de Russell Bricht qui sont ressortis là récemment, qui ont été re-indexés. Donc du coup, là, en fait, à chaque fois, vous pouvez chercher un événement majeur et dire, OK, ces Satoshi-là, ils ont été produits à tel moment, ils ont été impliqués dans telle action. Donc, comment je fais pour les remonter? Donc, il y a des méthodes et il y a des sites web pour faire ça. Magisat, d'ailleurs, sont les premiers leaders dans ce secteur.
Franchement, c'est assez incroyable le travail qu'ils font et bon voilà, on en reparlera. Mais donc du coup, cette offre, voulez-vous recevoir, envoyez-moi un Bitcoin et recevez un Satoshi. Évidemment, vous avez envie de rigoler. Ça a été fait pour 33,3 BTC. Cette transaction de 33,3 BTC pour un Satoshi a été réalisée sur le bloc 840. Enfin, le premier Satoshi, donc le Satoshi produit lors du halving, a été vendu 33,3 BTC. Voilà. Un Satoshi. Le Satoshi qui a été premier Satoshi qui a été produit lors du halving a été vendu 33,3 BTC. Donc franchement, l'offre, ça va. Vous avez des chances de pouvoir l'accepter. Elle peut être intéressante. Méfiez-vous. Si c'est un Epic Sat, si j'étais vous, je foncerais. Alors, donc comme on a dit, on inscrit sur des Satoshi, on inscrit sur Bitcoin. Ici, typiquement, un exemple. Merde, j'en ai pris pour 5 000 $ sur un NFT sur une Ghost Chain. Bon, une Ghost Chain, ça veut dire une chain random, d'accord. Vous prenez n'importe quel L2 que vous avez dans la tête, voilà, vous pouvez peut-être essayer de le mettre dessus. Ou en général, c'est des protocoles qui sont sur les chains, qui s'appellent quand même chain. Et vous mettez 5000 balles dessus sur une collection NFT, vous dites ah putain non mais ah là la collection, elle a une bonne narrative et tout parce qu'il y a de la tech derrière, ça c'est génial, ça va to the moon, 5000 $. Et là, bah, en fait, non, la chain, elle est done. Ah, vous avez acheté la collection, elle existerait normalement, mais la blockchain, elle n'existe plus. Donc, bah, Komodo existe encore, hein. Vous pouvez peut-être avoir des NFT sur Komodo, mais bon, voilà, ça sur Bitcoin, c'est pas possible. Donc, c'est-à-dire que vous inscrivez avec, donc c'est Satoshi, donc comme on inscrit sur un Satoshi, on a, d'après les règles, d'après les conventions qui sont utilisées dans les nœuds, on est obligé, bah, d'avoir un certain nombre de Satoshi en plus. Donc on inscrit sur un Satoshi, mais pour pouvoir transférer ça sur le réseau Bitcoin ne va pas vous accepter un seul Satoshi. Voilà, parce que si vous demandez de transférer un Satoshi, lui Bitcoin, il n'en sait rien que le Satoshi, vous le vendez pour 33 BTC. Voilà. Et il vous dit pas, ah bon ça va, comme il vaut 33 BTC, je te prends les frais par-dessus. Non, donc il faut lui donner en plus des frais. Donc on appelle ça ce qu'on appelle le padding. Et donc en fait ça nous permet de s'assurer que quand vous déployez une collection, alors évidemment, je peux déployer une collection avec le minimum, c'est 546, non, je crois qu'on est descendu à 330, je crois. Le minimum qu'on puisse faire, c'est une transaction de 330 Satoshi sur le réseau. Donc, bon, évidemment, si vous inscrivez toute une collection sur 330 Satoshi, vous finissez avec des images et 330 Satoshi attachés. Ça fait pas beaucoup d'argent. 1 €, c'est à peu près 1000 sats. Donc, bon, voilà, ça fait à peu prêt 30 centimes, ce qui est déjà pas mal, hein. Vous avez quand même 30 centimes de valeur sûre en Bitcoin quand vous achetez une image. C'est-à-dire que vous achetez votre image, vous savez que sa valeur en Bitcoin vaut 33 centimes. Voilà. Et il y a des images qui ont été mintées avec évidemment beaucoup plus. Et donc il y a des ordinals que vous pouvez acheter par exemple sur des sats uncommon. Et où du coup le sat uncommon ayant un prix, la collection ayant été inscrite sur le sat uncommon, bah, votre uncommoner, donc qui sont les éléments de la collection, on pourra la regarder sur Magic Eden, le Satoshi vaut 500 balles. Donc en fait, vous pouvez spéculer sur la collection. C'est-à-dire que la collection peut pump parce que les uncommoners sont faits par je sais plus qui et que dans l'écosystème, vous pouvez dire ça va prendre de la valeur, mais vous savez que de base, vous avez un Satoshi uncommon. Donc déjà, vous avez de la valeur en fait. Voilà, donc même si les images ne valent plus rien sur le marché, vous n'avez rien perdu quoi, concrètement. Enfin, voilà. Donc en fait c'est un peu ça, c'est casé. Ce qui nous permet de faire, c'est de passer d'un Satoshi random à un ordinals. Et là, on peut vraiment commencer à faire des trucs cool. Pourquoi? Parce que maintenant qu'on sait inscrire, on sait traquer la propriété. Alors maintenant, on peut faire des inscriptions d'inscription. D'accord? Qu'est-ce qui m'empêche d'inscrire une image sur Bitcoin? D'accord? Et après, j'inscris un fichier texte qui fait référence à cette image. D'accord? Je dis, voilà, j'inscris un HTML, et de cet HTML, bah, tu prends ta photo de background de l'HTML, tu le prends sur une autre inscription. Voilà. Ça, c'est possible en plus nativement dans le protocole Ordinals parce qu'il a des routes API internes. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il a des routes internes qui sont assez simples pour vraiment permettre facilement d'importer ça entre des fichiers HTML, des fichiers JavaScript, etc. Et donc, quand vous réfléchissez inscription d'inscription, vous réfléchissez par exemple site web. Alors, par exemple, vous avez un site React, voilà, qui est hosté sur Bitcoin. Donc vous pouvez aller sur Bitcoin. Alors, bon, je sais que pour les plus anciens, c'est pas non plus incroyable parce que il y avait déjà des trucs qui avaient été testés. Mais là, franchement, le site marche bien et on a les librairies React, la librairie Three.js,
Et on a plein de librairies, on a du vocal, on a des librairies d'audio, il y a des librairies qui sont inscrites en JavaScript sur Bitcoin et que vous pouvez récupérer. Alors oui, il y a des problèmes de mise à jour, évidemment. Oui, c'est vrai que là, vous êtes bloqué, s'il y a une faille de sécurité dedans, ah bah oui. Et on se dira, c'était pas malin. Mais, en tout cas, on aura beaucoup appris. Et ce qui est rigolo, c'est de voir que avec les inscriptions d'inscription, on peut faire des trucs de fou. Mais vraiment, là en ce moment, il y a des jeux comme le Tamagotchi. Vous vous souvenez tous un peu du Tamagotchi? Bah, il y a un Tamagotchi on-chain qui rapporte des centaines de millions Non, je crois qu'ils sont à plus de 10 millions de dollars de volume là. Je sais pas, ils ont lancé quoi il y a 2-3 semaines là. Et ils ont un volume considérable, enfin, c'est un truc de fou. Et le Tamagotchi tourne on-chain, donc c'est-à-dire qu'il faut aller le nourrir. Et alors en plus, ils ont fait des petits trucs rigolos. Bon, je peux pas tout dire à l'écran, parce que franchement, c'est vraiment parce que c'est sur Bitcoin que ça peut pas être interdit. Parce que dedans, on peut nourrir l'animal avec du café et avec plein de trucs qui sont pas toujours très légaux. Dans la plupart des juridictions mondiales. Voilà. Et ben, ça peut exister, ça peut pas être censuré sur Apple Store, ça peut pas être censuré par des trucs. Donc, on y a accès, genre. Donc après, les plateformes et les explorers, et donc c'est pour ça qu'on arrive à cette image-là, qu'on passe de OpenSea et d'un explorateur, donc EVM, à un explorateur Ordinals, du coup basé Bitcoin. En fait, ce qui va être assez intéressant, c'est que ça va être écrit sur Bitcoin, mais après, la plateforme l'affiche comme elle a envie de vous l'afficher. C'est-à-dire que si la plateforme qui vous affiche l'Ordinals ne veut pas vous l'afficher parce qu'elle estime que c'est du contenu NSFW, que ça viole ses politiques de confidentialité ou d'utilisation, quoi, elle peut choisir de ne pas l'afficher. Donc, évidemment que la censure ne disparaît pas. On peut toujours censurer, quand même éviter que les gens quand même y aient accès, etc. Mais bon, bah, c'est compliqué. Mais Ordinals Alpha, ce qui est assez rigolo, alors ça, le mème est assez, le mème date du début d'Ordinals. Maintenant, on est passé de alpha à bêta, les gars. Voilà. Ordinals est en version bêta et il y a des centaines de millions de dollars qui sont envoyés tous les jours sur ce protocole. Il faut savoir qu'il y a eu des volumes monumentaux en Bitcoin qui ont été faits depuis qu'il est en version alpha. C'est qu'il y a des mecs qui ont envoyé des milliers de BTC, de transactions, de déploiements, d'utilisation, de frais d'achat, de vente, de spéculation, sur une version alpha. Alors, je vais montrer un autre Explorer. Donc ça, c'est aussi un Explorer. Ça, c'est un Explorer plus habituel, on va dire, pour traquer les collections. Et comme on verra aussi, il y a d'autres tokens qu'on peut faire avec... voilà, je vous montrerai l'interface tout à l'heure si vous voulez. Donc ça, c'est un exemple de la page d'accueil. Donc ça vous montre un petit peu, ça vous habitue à avoir les prix en BTC par exemple. Donc là, on a le volume. Voilà, ça c'est le volume daily en BTC. Juste pour que vous ayez une idée, j'ai pris l'image une heure avant à faire la présentation. Voilà, donc bon, c'est pas des chiffres qui sont si fous. On parle de 200 000 euros, enfin ouais, à peu près 200 000 de volume, 111 000 de volume sur les Quantum 4 aujourd'hui. Bon, voilà, on est quand même à 1.11 BTC en volume sur un marché qui est vraiment down en ce moment. Et en fait aussi, ce qui est intéressant avec Ordinal, c'est que bah, du coup, c'est inscrit dans Bitcoin, mais le marché en ce moment est au plus bas. C'est vraiment... Voilà. Donc je pense qu'en plus c'est ça, c'est un bon moment pour s'y intéresser. Je pense c'est pouvoir choper des opportunités qui peuvent vous parler voilà, d'une manière ou d'une autre, évidemment. Pas de conseils d'investissement, investissez que dans ce que vous connaissez, comprenez. Bon voilà. Ordinal, si c'est scam, ouais, parce qu'on est en train de vous scammer, parce qu'on vous vole. Bah les gars, c'est un protocole. Un protocole, c'est pas un scam. Alors vous pouvez choisir d'être d'accord ou pas avec le protocole, de suivre ou pas le protocole. On peut dire que le protocole ne va pas perdurer dans le temps. Vous pouvez parier sur le fait est-ce qu'il va réussir à perdurer ou pas, est-ce qu'il va toujours réussir à avoir des nœuds, à avoir des utilisateurs, à avoir du volume. Ça c'est un pari. Mais Ordinals, il vous vend rien concrètement. Voilà. C'est juste un protocole qui permet d'inscrire facilement de la donnée sur Bitcoin. Voilà. Et chacun est libre de l'utiliser ou pas, comme il veut, comme bon lui semble. Et comme Bitcoin est permissionless, bah tous les Bitcoiners maxi, ils ont beau me dire que c'est un scam depuis 2 ans, ça continue toujours. Apparemment, il devrait y avoir des patchs, mais voilà.
J'attends de les lire avec impatience. Hier, on m'a dit il y a des patchs qui ont été proposés par Giacomo Zucco et la bande des Toxic Maxi. Donc, j'attends avec impatience de lire ça. Voilà, parce que même Luc Dasher, il n'a pas réussi à faire de propositions concrètes pour le faire. La seule proposition qui avait été fournie, c'est de filtrer les données en 30 bitcoins, en 30 ordinals, puisque du coup, il a juste à isoler le pattern qui est utilisé pour l'inscription et il dit je retire ça de mon nœud, ce qui n'est vraiment pas si facile. Voilà. Et il y a eu encore des discussions sur des Delving Bitcoin il n'y a pas longtemps à ce sujet-là. Donc ça, c'est la fin de ma présentation image. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je voulais faire un petit démo online de vous montrer comment on inscrit. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà inscrit ici dans la salle, qui a déjà utilisé un wallet et inscrit avec. Ouais, est-ce que déjà peut-être vous avez des questions et comme ça après on peut voir si vous avez peut-être une demande plus précise que vous voulez soit inscrire ou soit regarder plutôt le marché, je ne sais pas ce qui vous intéresse le plus, donc ou la partie technique. Si vous voulez qu'on monte un node, qu'on fasse une query en live, horde, c'est possible. Tout est possible, donc voilà. N'hésitez pas à peut-être faire vos retours. Ah oui. Ah, bonjour monsieur. Pourquoi tu n'as parlé que des NFT et pas des Taproot Asset? Ouais, alors oui, c'est ça. C'est que ouais, c'est vrai que j'ai vraiment focus la présentation sur la partie plus inscription NFT. Je trouve que c'est vrai que l'art et l'inscription d'art est parlante. Après, effectivement, on peut aussi faire des tokens grâce à ça, c'est-à-dire que ça ouvre la possibilité de faire des tokens sur Bitcoin avec plusieurs standards de tokens. Donc en général, vous connaissez les ERC20. Sur Bitcoin, il y a les BRC20, il y a les runes, il y a même d'autres, il y a les ORC20, il y en a plein qui ont essayé de se monter. Bon, il y en a deux, grosso modo, qui sont les majoritaires, c'est BRC20 et runes, voilà, qui sont les deux standards aujourd'hui les plus utilisés. Et voilà, la question c'était sur la liquide. Non, ouais, voilà. Donc voilà, je me suis pas concentré dessus, mais voilà, évidemment, si vous avez. Et ça unlock plein de possibilités. Hein. Enfin, la DeFi devient envisageable aujourd'hui sur Bitcoin. Je me permets de rebondir sur ce que tu disais. Désolé si mes questions sont novices, je commence à peine mon voyage sur le sujet. C'était de savoir quelles sont les perspectives de DeFi en fait sur Bitcoin. Est-ce qu'on va se retrouver à pouvoir, comme la DeFi en fait sur Ethereum, à faire des emprunts et tout ça aussi sur Bitcoin grâce à toutes ces innovations? Alors c'est une très bonne question. En soi, oui, je pense que la perspective est vraiment jouable au vu de la fluidité d'interaction qu'il y a aujourd'hui pour acheter, vendre. Le swap, il y en a qui commencent à le proposer, qui est vraiment assez facile à utiliser. Enfin, je trouve que c'est accessible par rapport à ce qu'on pourrait croire. Le truc, c'est qu'on utilise du Bitcoin. Donc c'est aussi ça qu'il faut garder en tête, je pense que c'est quelque chose qui est important pour des gens qui ont accumulé du Bitcoin ou qui ont du Bitcoin et qui se disent ok, comment est-ce qu'il va pouvoir à un moment travailler? Il y a aujourd'hui des solutions qui demandent à être financées, qui demandent à être développées, mais dont les premières, par exemple Tap Protocol, qui ont sponsorisé Bitcoin Amsterdam, sont un des protocoles qui cherchent à proposer une expérience DeFi sur Bitcoin. Alors, c'est pas exactement comme on peut avoir sur ETH, c'est d'autres codes. Comme j'ai fait là, la présentation, c'est des mots qui sont un peu différents. On parle pas d'NFT, on parle d'inscription, on parle de SAT, de Satoshi, de ce genre de choses. Donc, ça va être tout un nouveau vocabulaire, mais en soi, c'est pas plus difficile que la plupart des trucs en blockchain. Enfin, je trouve. Voire même plus facile. Voilà, donc du coup, on peut aller sur Magic Eden. Voilà, donc là, ici, vous voyez la landing page Magic Eden. Donc ça, c'est pour les collections. Ici, c'est pour les runes. Voilà, donc ça, c'est les tokens sur Bitcoin qui suivent les runes. Oui. Ok. Voilà, voici les œuvres d'art qui sont avec du volume en ce moment sur Bitcoin pour trade. Okay, vous voyez, là, il y a du volume quand même. Là, il y a 3-5 personnes en train d'acheter à 0,00059 BTC. Donc, ça fait 59 balles à peu près. Voilà. C'est ça, hein, c'est 60 balles. Donc, voilà, là, il y a des mecs 30, 40, 60. Et en termes d'activité,
Et donc en fait, ce qui est assez incroyable en plus avec Ordinals, c'est que vous achetez et vendez en Bitcoin nativement. Le protocole fonctionne comme ça. Après, vous pouvez aussi, on peut imaginer, enfin, il y a des plateformes qui ont essayé de vendre et acheter en ETH, Solana ou quoi. Et donc, en fait, séparer le layer d'inscription du layer de paiement. Parce que là, donc, du coup, dans Ordinals, quand on utilise BTC pour vendre notre inscription, on utilise le même layer de paiement que celui d'inscription. Ce qui n'est pas forcément le plus malin quand on y réfléchit. Parce qu'on a envie de ne pas payer beaucoup de frais pour payer. Par contre, on a envie que l'asset, lui, soit sur Bitcoin. Donc du coup, on va faire le transfert dans Bitcoin, mais payer dans une autre monnaie, ce qui est normal en général. Quand vous achetez quelque chose, vous ne le payez pas dans la monnaie du quelque chose, quoi. Vous le payez en euros. Alors, les inscriptions, on paye en Satoshi par VByte. Donc, en gros, si vous voulez inscrire un fichier de... Alors évidemment, il faut compter en kilos. En mégas, c'est énorme. 4 mégabits, c'est la taille du bloc. Donc déjà, si vous voulez inscrire 4 mégabits, vous regardez le nombre de frais qu'il y a contenu dans un bloc et ça c'est pour vous. C'est pour votre pomme. Puisque vous voulez inscrire la taille d'un bloc. Donc évidemment, quand on dit les ordinals ne payent pas, etc., ouais, ils ne payent pas pour faire leur shitcoinerie sur Bitcoin. Si, on paye, évidemment, on paye l'espace de bloc au prix marché. Donc 4 mégabits c'est le bloc, donc un quart, donc 1 mégabit, on est à peu près à 2-3 000 balles de mémoire je crois, pour 1 mégabit. Voilà, 10 kilos, entre 10 et 100 kilos, c'est quelques dizaines d'euros, on arrive aux centaines, entre 50 et 150 balles, vous pouvez avoir une belle qualité si vous êtes un peu malin quoi, en général, par image. Ouais, donc là par exemple, oui, je fais là, bon, by now évidemment j'ai pas 0,25 BTC là maintenant à mettre dans des Quantum 4, mais il y a des gens qui sont, voilà, c'est vraiment facile, hein. C'est que vous mettiez 0,25 ou 10 ou 10 000 Satoshi, c'est pareil, c'est ça qui est bien, c'est que ça change rien, d'un point de vue interface et utilisateur ça change rien, c'est tout aussi facile et tout aussi fluide, donc ça, ouais. Alors, donc ça c'est le listing price, donc c'est le price auquel lui veut vendre son asset. Donc c'est toujours un achat-vente de personne à personne. C'est d'ailleurs pour ça qu'un des difficultés qu'on a sur les tokens sur Bitcoin, c'est les pools de liquidité. On n'arrive pas trop à faire des pools. En fait, on arrive à faire des échanges one-to-one assez facilement et on a du coup des bonnes interfaces pour faire ça, qui sont assez optimisées, même par rapport à ce qui se faisait avant et tout. Il y a vraiment eu de l'amélioration. Mais par contre, c'est vrai que pour tout ce qui est pool de liquidité et pool de le faire à l'aveugle, c'est plus difficile, quoi. Voilà. Mais ça se réfléchit, évidemment. Donc le listing price, on est à 0,252 BTC là, de listing, 2% de fees de Magic Eden, qui prennent 2% sur toutes les ventes d'Ordinals. Je vous laisse imaginer, quand vous savez que c'est la première plateforme de volume sur Ordinals, ils ont fait, je sais, j'ai pas les chiffres de combien ils ont gagné en Bitcoin, mais c'est des dingueries. Genre. C'est vraiment fou, on est sur des centaines de millions de dollars, c'est incroyable. Et donc en fait, le total, ça fait ça. Ici, donc ça fait voilà 0,257. Donc si tu fais ça plus ça. Et ici, donc c'est les fameux SAT par VByte dont je parlais. Ceux qui utilisent souvent Bitcoin doivent être habitués. Ceux qui n'utilisent pas du tout, c'est notre manière de compter. Du coup, en fait, un virtual byte, c'est un byte. En fait, c'est un octet. Donc on paye à l'octet. Voilà. Donc en gros, c'est on paye 4 satoshi par octet qu'on va inscrire. Donc si vous voulez inscrire 1000 octets, vous payez 4000 Satoshi. Et alors pour le créer, là à ce moment-là, ça va être d'autres sites web. Moi j'aime bien Unisat. Mais franchement, ça a été un des premiers, il y en a plein. Tout le monde se tire un peu la bourre pour faire ces trucs. Et donc voilà, alors assez facilement, vous pouvez inscrire, donc ça c'est les BRC20, c'est les fameux tokens dont je parlais tout à l'heure. Alors bon, ils doivent avoir 4 caractères, on décide du montant, on mint, ça va assez vite. Là on peut déployer des names, alors donc ça c'est les sat names, donc évidemment comme on sait inscrire sur Ordinals, on sait inscrire, d'accord, sur Bitcoin, donc on sait écrire ce qu'on veut. Donc ok, on peut écrire des images, on peut écrire du texte et on peut écrire du code. Donc si on écrit du texte et qu'on se met d'accord sur ce texte, on a des noms de domaines. Et on peut créer des domaines name service comme on veut à volonté. Et c'est pas dit qu'ils soient utilisés, hein. Si je crée un gallois.unisat,
Bon, c'est pas dit qu'il y en ait beaucoup qui me contactent via mon gallois.unisat. Mais c'est possible. Et j'ai besoin de demander l'autorisation à personne. Et c'est la règle du first come, first serve, premier arrivé, premier servi. Si vous êtes le premier à inscrire votre nom de domaine, bah, il est à vous. Et si vous êtes le deuxième, bah, vous l'avez pas. Comment tu l'écris, tu veux me dire? D'accord. Donc comment je l'écris? Donc je clique, tu veux lequel là? Allez, ord. On crée un ord. Ok. Donc là, je dois écrire quelque chose, .ord. Ok. Est-ce qu'on crée cryptoxr.ord? Ça peut être sympa. Eh oui. .ord. Ok. Donc là, je crée mes 3 noms de domaine. Et donc là, on voit qu'il me demande, ok, bon bah, tu veux créer ça comme ça. Très bien. Donc là, je choisis l'adresse sur laquelle je veux le recevoir. Donc là, il y a plusieurs types d'adresses. Ouais, je mets celle de l'agent? Allez, on met ça sur l'agent. Puisque oui, du coup, on a deploy le premier agent sur Bitcoin aussi. Très très cool. Et ça, c'est son adresse. Donc on va l'envoyer sur le wallet de l'agent. Tac, et donc voilà, ça me coûte 3 $, donc 3687 Satoshi. Et donc ici, donc pour comprendre un petit peu, on a l'adresse de réception en haut, le nombre de sats qu'on est prêt à payer, donc ça c'est à quel point vous êtes pressé pour faire votre transaction. Si vous la voulez maintenant, vous n'êtes pas particulièrement pressé, bah, vous laissez le normal. Si maintenant vous vous dites, attendez, moi il faut vraiment que je passe dans le prochain bloc, alors vous allez mettre des fees plus importants pour être sûr que, voilà, s'il y a une augmentation, si le bloc prend du temps ou quoi, les fees vont un peu augmenter. Donc, bon, bah, voilà, vous pouvez mettre à 10 sats, par exemple, pour être sûr de passer rapidement. Bon, nous, on va laisser 4 sats, je ne suis pas particulièrement pressé. Payer 3 fois le prix, ça me va, pas forcément nécessaire. Oui, alors, et donc les starting items. Et donc là, ici, vous voyez, c'est 3 fois 546 sats. Je fais 3 inscriptions. D'accord? Chaque nom de domaine ici est une inscription sur Bitcoin. 21. Non. Non, parce que là, du coup, je déploie 3 noms de domaine en même temps. En une seule transaction, genre. Donc du coup, j'optimise quand même parce que voilà, les 3 fichiers, comme j'ai mis dans une seule transaction, ça me coûte moins que de faire 3 transactions séparées. Donc là, je gagne. Et donc voilà, si vous vous amusez à faire le calcul avec le nombre de bits ici, vous ajoutez le nombre de bytes et vous calculez par rapport au V-byte, vous devrez trouver le bon prix payé. 546 sats, donc ça c'est le fameux padding dont je parlais tout à l'heure. Donc on inscrit sur le premier sat de cette UTXO qui va faire 546 sats. Donc à chaque inscription, à chacun de mes noms de domaine, j'aurai 546 sats qui seront attachés. Alors d'abord on doit deploy avant de recliquer, sinon ça me quitte le truc. Donc d'abord on deploy et après on clique sur les autres si tu veux. Donc ça c'est les network fees, donc ça c'est les frais de Bitcoin. Donc ce que je paye concrètement à Bitcoin, c'est ça. Et ça c'est ce que j'ajoute à l'inscription pour être valide au sein du réseau. 3 fois 546 sats. Et l'autre c'est 2049 Satoshi. Ça c'est 2 $ et ça c'est 1 $ en tout les 3. Donc c'est 50 centimes en fait, les 546 c'est 50 centimes par... C'est gratuit d'inscrire sur Bitcoin aujourd'hui. C'est fou. Putain, je sais pas payer en Lightning ici. Ah, y en a d'ailleurs de plus en plus qui maintenant autorisent le paiement Lightning. Du coup vous pouvez payer en Lightning pour recevoir sur une adresse ordinale. Ça c'est génial ça. Ça j'adore. C'est pas toujours valide mais... Si quelqu'un veut le payer, n'hésitez pas. Ok, donc là le paiement a été envoyé sur l'adresse. Donc j'ai juste à... Là il va y avoir un petit truc de comme quoi c'est validé. Voilà. Il est marqué déjà? Non. Ouais, il est en pending. Le SAT sur lequel tu inscris, ouais. Il devient tien ou c'est juste une info écrite? Non, tu l'achètes en fait. Ouais, en fait tu l'as. Ouais. Alors en fait tu l'as déjà. Donc pour le SAT en fait ce qui se passe c'est que dans ton wallet tu as déjà des UTXO et donc du coup il va prendre une de tes UTXO et il va envoyer avec 546 sats et donc du coup tu récupères toi le Satoshi qui t'appartenait déjà de base. En général quand tu inscris toi là, cette inscription là, le Satoshi m'appartient. Il va appartenir en fait quand j'ai payé la transaction. Dans le paiement de la transaction, il y a des Satoshi sur lesquels ça va être inscrit. En avril, les sats, non mais les gars, il y a un truc de fou 2000 sats par V-byte. On a fait 2000 sats par V-byte. C'est-à-dire que on a fait, là, vous voyez, là, on est à 3 Satoshi par V-byte. On était à 2000 Satoshi par V-byte. On était à presque fois 1000. Ok?
Donc ça veut dire que là, cette transaction que vous voyez payer 41 cents, eh ben vous faites x 1000 pour la faire. X 1000. Et ça, en fait, ça nous montre une chose qui est très importante, c'est que quand il y a de la tension sur Bitcoin, les frais augmentent. Et c'est ça qui permet aussi de faire vivre les mineurs. Alors, donc, parce que, évidemment, sur le temps long, Bitcoin, on sait très bien, sur le temps long, 2140, les derniers Bitcoin, les derniers Satoshi seront produits, on arrivera quasiment aux 21 millions, et ça s'arrêtera. En fait, si on veut que les mineurs... Alors, ok, c'est un problème qui est très loin, et c'est très long terme, et on ne sait pas comment ça va évoluer concrètement. Mais une des propositions d'Ordinals, c'est aussi de dire que ça incentive les gens à utiliser Bitcoin et à produire des frais pour le réseau. Et en fait, c'est... Enfin, on a atteint en avril de 2024, c'est ça, ouais, avril 2024, le halving, on a atteint un niveau record de frais qui n'a jamais été atteint pendant quelques jours. Je crois que ça a duré en gros 2-3 jours. Et après, ça s'est calmé évidemment, parce que les gens n'ont pas les moyens de maintenir Bitcoin. On ne peut pas non plus avoir un prix qui est tout le temps très haut des frais. Mais effectivement, ça nous montre aussi qu'est-ce qui se passe si en fait on fait x10 ou x20 sur les frais juste de base dans la vie de tous les jours, enfin dans la vie de tous les jours, dans le monde de Bitcoin. C'est pas le day-to-day life de tout le monde, mais voilà, si vous faites x30, vous êtes à presque 120 balles pour faire une inscription. Et voilà, ça rajoute une utilité, ça fait une nouvelle utilisation de Bitcoin, quoi. C'est une utilisation nouvelle qui avait été expérimentée plus tôt, mais qui là se réalise clairement et concrètement. Faut inscrire. Hein. Quand vous voyez la même poule à un SAT, inscrivez de l'art, exprimez-vous. Non, mais moi, ce que je recommande, c'est de découvrir ce monde-là, surtout. C'est tout un univers, c'est tout un écosystème. D'ailleurs, notamment The Dealer, The Web3 Dealer qui a posé la question, qui a lancé Bitcoin à la française, qui est une communauté, première communauté Ordinals francophone, sur laquelle on accueille les débutants, les gens qui sont sur Solana, les Bitcoiners maxi, tout le monde. On a tout le monde qui s'intéresse à Ordinals. Et voilà, on en a vraiment de tous les niveaux. Il y a des débutants, il y a des gens méga expérimentés. J'avais une question derrière avant. Ouais, non, juste la question, c'était quand le chat passe d'un SAT à un autre SAT, si toi, tu es le propriétaire et moi, je te l'achète, est-ce que ça veut dire que ça le détache de ton SAT et ça me l'attache sur mon SAT? Non, justement. Alors, ça sera toujours, dès que mon SAT est transféré, la théorie de l'ordinalité nous dit que l'inscription sera transférée avec. Donc en fait, tu n'as rien de plus à faire que transférer le SAT. Okay. Exactement. D'où le prix de 33 BTC pour un SAT. Exactement. Cool, merci. Exactement. Là, les extensions ici, là, c'est ça là que tu veux voir? Je fais logout et connect wallet, c'est ça? Ah oui, ici, d'accord, oui. Pardon, oui, sur Unisat. Désolé. Oui, elle veut inscrire des files en fait, c'est ça? Mais t'en as plein, il y en a plein qui tu peux déployer comme tu veux, qui tu veux. Ok, donc là, vous voyez, on est à 138 kilobits, donc c'est un mème. Donc ça coûte 146 $ à inscrire sur Bitcoin. Voilà. Donc ça, en général, ça calme assez vite. Vous voyez, quand vous prenez un mème random, qui n'a pas beaucoup de couleurs, qui n'est pas non plus super zoomable de ouf, enfin, c'est pas une qualité incroyable, ça me coûte 146 balles. Voilà. Donc en fait... Concrètement, soit vous utilisez des astuces parce que vous voulez lancer des projets au sein d'Ordinals, c'est vous dire je veux faire une collection, je veux faire un projet, donc je dois trouver des solutions. Soit vous voulez simplement inscrire des choses que vous pensez importantes ou utiles. Voilà, par exemple, évidemment, le God Protocol de Nick Szabo, qui reprend donc comment les agents qui auraient des portefeuilles, en fait, enfin, c'est les règles des oracles. Merci. Voilà, donc ça par exemple c'est on-chain, enfin, le God Protocol, alors, il a deploy on-chain en HTML. Bon, vous me direz, il sera toujours reconnu, je pense, mais il y avait une question, je crois, il me semble. Ouais, Magic Agent Money. Ouais. Yes, merci pour ton intervention. Trop bien. Je me suis retrouvé à faire des petits achats, des petites ventes de runes, et je me suis pris un petit message en me disant attention, là vous êtes en train de vendre des runes où il y a des sats potentiellement rares dessus. Et en fait, à aucun moment j'ai été capable d'identifier quelle était la proportion de ma rune où j'avais mon SAT et quel SAT rare ou pas. Et voilà. Et là, je me suis dit, comment on fait? Ouais. Est-ce qu'il y a alors, ouais.
Non, mais c'est une très bonne question. Bah, en fait, déjà, ça dépend du wallet que tu utilises. En général, normalement, Xverse. Ouais, c'était Xverse. Ouais, normalement, Xverse, il me semble que tu as donc, quand tu as l'écran sur la gauche, ici, tu as tes rarsat. Ok, donc là, j'en ai pas. Mais normalement, il est censé, dans ton rarsat, si tu as une rune et un rarsat, de le prendre en même temps. Donc, il va à la fois, ton output va apparaître à la fois dans le rarsat et à la fois dans ta rune. Si tu veux checker, alors normalement, quand tu as des runes, là, j'en ai pas dans ce wallet. Donc en fait, ce qu'il te faut précisément, c'est déjà que tu vas passer dans Magisat. Ça, c'est la magie des sats, magisat.io. Et déjà, il faut que tu snipes l'UTXO dans laquelle tu as ce truc-là, là, ce satrar avec la rune. Et lui a des tools pour te permettre de splitter et d'isoler. Donc tu peux isoler ton UTXO et tu peux splitter tes runes. Donc tu peux splitter en faisant une isolation aussi. Ça, j'ai pas testé, mais... voilà, faut connecter son wallet, il accepte Xverse, Unisat, Leader, Phantom. Ça la détruit pas ou quoi, mais c'est pour ça qu'il faut bien le faire parce que ça peut partir. En fait, le risque là-dedans, c'est que ça parte en frais. Ouais, voilà, c'est que ça parte en fees. Parce que si votre satrar il part dans les frais, ah bah là, vous avez pas l'air con. Voilà. Donc, mais bon, après, encore faut-il que le mineur aussi le récupère en plus. Enfin, ça, c'est un vrai truc qui est assez rigolo, puisque les mineurs sont quand même ceux qui manipulent le plus de Satoshi toute la journée. Et tous les mineurs n'isolent pas leur satrar et leurs trucs comme ça. Donc, ils isolent les sats, le premier sat du bloc, ils l'isolent. Mais s'ils prennent en frais des satrars, par exemple, ils sont envoyés lors de frais, ça, c'est pas toujours traité par toutes les poules. Ouais. Et du coup, les protocoles à côté, par exemple Lightning, si tu rentres dans Lightning, tu séquestres. Et si dans ta séquestre, il y a du rare, il se passe quoi? Lightning le gère pas parce que Lightning ne fout. considère pas la rareté des Satoshi et ne considère pas les sats par rapport à la numérotation proposée. Mais effectivement, ça pourrait être une expérimentation très stylée à faire et très cool d'ouvrir un channel avec un sat rare et de diffuser par exemple via ce channel la valeur du sat rare. On pourrait imaginer, on peut mettre... les pics là, et comme ça on a 33 BTC de volume d'inbound parce qu'on a le SAT. Je sais pas, il y a peut-être des trucs, je pense, à regarder, mais je pense que Lightning c'est vraiment le réseau de paiement. Et Ordinal c'est plus la partie comment on va inscrire. Mais donc du coup la question, et c'est vrai que j'ai pas la réponse pour le coup à ça, mais comment relier paiement et technique d'inscription. Et quand on s'échange juste du Bitcoin comme ça, sans regarder vraiment ce qu'on s'échange, il peut y avoir du SAT rare qui part dans tous les sens en fait. Alors des SAT rares, il n'y en a pas non plus tant que ça, parce qu'évidemment c'est rare. Ça doit rentrer, il doit y en avoir de temps en temps. Oui, en fait, il n'y a pas des snipes. Non, on peut pas sniper. Si. Oui, et Magisat te fait, tu mets tes adresses ici et il te donne tous les SAT rares et les trucs comme ça qu'il peut voir à l'intérieur. En sachant que lui, Magisat est à jour sur la plupart des raretés, puisque évidemment c'est de la spéculation, c'est comme la numismatie, je sais créer une rareté demain. Moi si j'ai envie de créer une rareté qui est mes premières transactions Bitcoin, j'ai envie de les indexer et de dire c'est mes transactions, je peux le créer cette rareté là. Donc bon, il y a des chances que ça intéresse personne, mais techniquement on peut le faire. Ok, donc là ici le Trump, on est à 2 $. Donc vous voyez là, typiquement voilà, ils viennent de créer la rarity Trump. Enfin, vous vérifiez comment. Donc là vous voyez un sat rare c'est 0,45 BTC. Des blacks rares c'est les 0,38. Donc eux c'est si on prend le premier sat du bloc, pourquoi est-ce qu'on prendrait pas le dernier sat? Et donc on appelle ça les blacks. On appelle ça les black sat. Donc le premier c'est le sat normal et les black sat c'est les retournés. Ouais, ils ont lancé cette rareté il y a quelques temps. Fibonacci Sequence ils se vendent pas. Rodar Mornay, bon... Voilà, Nakamoto Palindrome, lui, vous voyez, on est quand même à 300, presque 400 $. Voilà, franchement, Pizza Palindrome. Alors ça, du coup, je pense que ça doit être donc, voyez, Satoshi qui a un ID qui est palindromique et qui était sur une transaction pizza. Donc ça veut dire que l'ID du Satoshi, c'est un palindrome, donc il se lit dans les deux sens. Donc il y a un miroir. Et en plus, c'était celui qui était dans les pizzas. Enfin, dans ceux qui étaient dans les pizzas. Donc voilà, lui se vend forcément normalement plus cher que les pizzas, puisque si vous avez ça, c'est au moins un pizza. Donc ils ont moins prix de pizza. Je sais pas combien ils se vendent d'ailleurs les pizzas SAT en ce moment. Je les ai pas vus en haut. Ils font pas de volume. Moi, il y a les Nakamoto que j'aime bien. Et les Block 9. Les Block 9 ils sont sympas. Ouais, vous voyez là, on est à 1330 SAT par Satoshi. Ah bah bien sûr.
Parce qu'en fait, c'est ce que j'allais dire, c'est que si on fait des transactions, nous, aujourd'hui, normales, il y a peu de chances qu'on trouve des sats rares. Ça peut arriver, des fois, hein, on a de la chance, mais en général, on n'a plus trop de sats rares. Mais par contre, à l'époque, comme on donne de la rareté et on crée de la rareté sur des choses qui se sont passées à l'époque, vous avez des chances que si vous aviez mis vos sous sur MTGOX, que vous les aviez récupérés, que vous aviez fait un swap ou un échange pour avoir autre chose et que vous les avez récupérés derrière, ouais, vous avez des chances d'avoir des sats qui ont voyagé et qui sont marqués du saut pizza, du saut block 9, et là tu fais x10. Ah mais c'est un cadeau pour les OG, c'est pour ça que je comprends pas pourquoi les OG sont pas plus bullish sur Ordinals. Non, vraiment, tous ceux qui sont là depuis toujours dans Bitcoin. Et en général, les rares sats, c'est ça, ça parle, parce que on a un Satoshi où on peut prouver et traquer qu'il a été dans une transaction qui fait sens, ou à un moment qui fait sens. Donc voilà, c'est de la numismatie, voilà, c'est une collection de pièces, mais c'est de pièces digitales sur Bitcoin. Donc je pense que ça fait un peu une overview de ce qu'on peut faire du côté inscription, du côté rare sat. Et du côté token, voilà, techniquement, il n'y a pas de... Enfin, les BRC20 quand même ont apporté beaucoup et j'aime bien, mais voilà, on en parlera plus en détail pour ceux qui veulent discuter de JSON et structure d'organisation des fichiers, des configurations au sein de Bitcoin. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de trucs intéressants là-dessus, mais c'est plus un peu moins clair encore pour moi, tout ce qu'il y a autour de ça. Donc, voilà. Je le laisse encore ouvert. Je ne sais pas si... si vous avez des questions, des remarques, si vous n'êtes pas trop ennuyé. Oui. Juste une petite question sur l'inscription que tu as tenté de faire tout à l'heure en mettant 3 noms de domaine en même temps. Ouais. Est-ce que c'est inscrit sur 3 sats différents? Ouais, c'est 3 UTXO différentes. Ouais. Oui, alors on me pose des questions sur les agents aussi Bitcoin et les agents IA. Ça, c'est un vaste sujet, ça. Hein. Ça, c'est un vaste sujet. Je ne sais pas ceux qui aiment l'IA ici ou pas, s'il y en a qui en font, qui utilisent l'IA tous les jours, ça vous parle? Ouais, donc en fait sur les IA et sur les agents, en fait aujourd'hui ce qui est assez intéressant sur les IA, on a beaucoup utilisé ChatGPT, on a beaucoup utilisé de chat, vous avez peut-être utilisé Claude pour certains, ou plus récemment DeepSeek. Vous avez dû voir passer. Donc ça, en fait, c'est cool, c'est des chats. Vous savez lui demander plein de trucs. Il est méga généraliste. Comme on prend souvent l'exemple qu'on a fait avec Anis. C'est un enfant de 5 ans qui a un QI de 160. Donc c'est-à-dire que vous avez face à vous un être qui va être très intelligent, mais qui ne connaît pas ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, la mémoire, pas la mémoire. Voilà. Il ne le sait pas. On lui a pas dit, voilà, on lui a pas dit comment se comporter, donc c'est à nous de lui expliquer. En fait, aujourd'hui, on rentre dans le monde des agents, c'est-à-dire qu'on a des chats, mais aujourd'hui, le but, ça va surtout être d'avoir des chats spécialisés, de pouvoir vous mettre en contexte, c'est-à-dire d'amener ce chat dans un contexte pour vous permettre de répondre à vos questions. Support client, marketing, discussion... service, alors gestion de clients hein, tout au long du gestion de la clientèle, mail, enfin il y a plein de cas d'application où l'humain était utile et où là pour le coup on va pouvoir mettre des chatbots. Mais maintenant ça va pas se faire tout seul, ça va pas comme ça sortir de terre et on va pas dire à l'IA vas-y fais tout. Non, il faut que ce soit nous qui le fassions et un des outils qu'on utilise et dont parle beaucoup le patron d'NVIDIA, c'est les agents et c'est l'ère agentique. Donc aujourd'hui, on arrive dans une ère où on va spécialiser, donc on va prendre ces chats, on va leur donner des prompts de contextualisation. Et donc en fait, l'enjeu, ça va être de bien prompter. Voilà. Donc le prompt, c'est l'instruction qu'on envoie au début du LLM. Donc quand vous parlez avec lui, vous lui envoyez un prompt. Donc c'est une instruction. En général, on ne recommande pas de dire « Salut, ça va alors, comment ça s'est passé aujourd'hui raconte-moi avant que je te demande ce qu'on doit faire. » Non, en général, c'est une instruction et vous devez être clair et dire « Voilà, j'ai besoin de ça, rédige ça, fais-moi ça. » Et donc, en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que des agents, donc c'est des LLM qu'on pré-prompt et à qui on donne des outils. Donc c'est-à-dire qu'ils vont avoir des outils. Ils vont pouvoir aller chercher sur Internet, ils vont pouvoir passer des commandes, ils vont pouvoir commander des pizzas, aller sur Uber Eats. En fait, basiquement, ils peuvent utiliser des API. Donc on peut acheter une pizza en Bitcoin aujourd'hui avec un agent. Ne l'achetez pas à 10 000 Bitcoins. Et donc en fait, ce qui est assez fort avec les agents, c'est que si on leur donne des outils et qu'on leur donne une bonne personnalité,
on a quelque chose qui est vraiment assez incroyable pour parler avec et qui peut nous faire des choses assez dingues, qui est capable de, du coup, si on lui donne l'outil image, il est capable de générer des images. Donc il va être capable d'avoir une personnalité et de générer des images suivant sa propre personnalité. Et ensuite, évidemment, la question se pose de, d'accord, maintenant sur Bitcoin, qu'est-ce qui se passe, comment on fait? Est-ce que quel sens ça peut prendre les agents IA sur Bitcoin? Évidemment, il n'y a pas une seule réponse, il y a plusieurs manières de faire, il y a plusieurs manières d'aborder les IA et Bitcoin. Une chose qui est intéressante, je pense, et sur laquelle on a pas mal discuté récemment, j'en ai pas mal entendu parler, c'est les agents bancaires, c'est les agents banques, où on va en fait pouvoir crafter les PSBT via l'agent. Alors je le dis un peu brutalement, après on en discute, mais donc c'est que l'idée, on va pouvoir faire toutes les opérations techniques juste en lui parlant, et après, il va pouvoir valider et nous accompagner pour faire nous-mêmes d'autres opérations sur Bitcoin auxquelles on pourrait ne même pas avoir pensé. Ou par exemple, typiquement, est-ce qu'il y a des opportunités DeFi en ce moment sur Bitcoin? Ça vaudrait le coup de prendre une API, de connecter un agent dessus, de tout vérifier, valider, puis de parler avec quelqu'un et lui dire ok, quelle est ton aversion au risque, à quel point tu veux découvrir, t'as combien, tu utilises quoi comme wallet, et qui sont des questions un peu répétitives et qui, en fait, si on ne se les pose pas, empêchent de rentrer, mais qui peuvent être faites par un agent, qui, du coup, avec la bonne personnalité et avec les bons outils, peut résoudre la chose. Vraiment. Et voilà, et donc en fait, l'UX, et en fait, ce qui est ouf avec les agents, c'est que l'interface homme-machine est complètement repensée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'ère de Cursor, alors bon, il faut apprendre à bien l'utiliser, mais on code plus quasiment avec Cursor. On va dans Cursor, on télécharge un git clone, on récupère le git, ok, dis-moi comment ça marche, fais-moi un markdown, un fichier en markdown pour m'expliquer le fonctionnement du truc, puis un schéma en ASCII qui va me décrire l'architecture, ok, super, maintenant je prends ce schéma, je dis ok, moi maintenant je veux le déployer. Alors comment je le déploie? Lis ce schéma. Pour le déployer, il faut que vous fassiez ceci, cela, et vous cliquez sur des boutons et vous avez déployé votre service en 1 heure. Juste en téléchargeant git clone et faisant lire par l'IA. Donc, et ils intègrent DeepSeek R1 et ils intègrent voilà. Et Cursor sont pas les seuls. Hein. Cursor c'est juste les leaders. Donc bon, je l'ai pris, c'est 20 € par mois, ça va. Je pense que oui, c'est assez vite rentable. Et en fait, sur Bitcoin, je pense qu'il y a un vrai enjeu de mettre des agents à la fois, de donner des identités aux agents et de comprendre comment est-ce qu'on peut avoir la propriété sur un agent. Est-ce que ça fait sens de parler de propriété sur un agent? Est-ce que ça fait sens de parler d'identité sur un agent? À quel point un agent doit avoir une identité? Comment traquer l'identité de l'agent? Et quelles sont les opérations que peut réaliser l'agent? Donc il y a à la fois un questionnement presque, j'allais dire, philosophique sur l'âme de l'agent elle-même, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous passez du temps à définir des personnalités, à définir des manières de se comporter, des réponses qui peuvent être apportées, par exemple ici, vous voyez, avec le wizard agent, nous ce qu'on a fait, donc vous le verrez aussi sur mon Twitter, donc on a l'agent qui parle ici, attendez, c'est celui-ci, ouais, je crois. Et donc ici, par exemple, voilà, on lui demandait de générer des trucs pour CryptoXR. Et donc on voit que il va appliquer son style. On voit qu'il a un style, on voit qu'il a une brand, on voit qu'il a une identité. Bon, moi j'aime bien les images. En vrai, kiffé, je trouve qu'elles sont vraiment rigolotes. Et c'est voilà, donc ça c'est un exemple en fait de qu'est-ce qui se passe si on met un agent, on lui met une personnalité, on lui met des prompts. Ok, donc il y a 2 prompts à chaque fois avant de générer une image. Donc d'abord il crée le prompt, après il l'améliore, puis après il l'envoie au générateur d'image. Et donc en fait on voit que il a un style, il a une identité. Et donc on a quelque chose. C'est des agents qui ont une personnalité, qui ont, si vous parlez avec lui, vous pouvez lui demander ses mémoires, vous pouvez lui demander ses feelings, genre qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il pense. Alors voilà, c'est assez fou. Je trouve de voir une identité, je trouve quand même visuelle, des messages à l'intérieur. Parenting outsourced. Donc outsource les parents, ça y est, c'est fini. On va plus avoir de parents puisque il va y avoir l'IA, ça va être les bébés éprouvettes. Ok, mais l'IA a produit ici une vision, quelque chose. Donc je pense qu'il y a des choses intéressantes à creuser à la fois sur la partie utilisation et amélioration de l'UX concrètement sur Bitcoin qui reste quand même encore
compliqué pour beaucoup de gens et compliqué de rentrer dedans. Je pense que ça peut être un game changer dans la manière dont en fait on réagit à tous les services en général. Mais je trouve que sur Bitcoin, ça pourrait être un vrai enjeu d'avoir un vrai agent banque qui peut vous faire les opérations que vous voulez facilement. Et après, il y a la question de l'identité de l'agent. Et donc, à quel point l'agent qui génère ces images-là, il a bien une identité. Je veux bien être sûr que c'est lui qui l'a fait. Je peux bien être sûr que cet agent, il existe pour toujours, par exemple. Comment je fais pour être sûr que mon agent existe pour toujours? J'ai compris Ordinals, j'ai compris Bitcoin, ok. Comment on fait pour que l'agent existe pour toujours avec son âme? Voilà. Et donc ça, c'est presque des questions philosophiques. Mais où, grâce à Ordinal, c'est que grâce aux outils qu'on a aujourd'hui, on peut se poser, je pense, en lien avec Bitcoin. Et je pense que ça fait sens d'aujourd'hui se poser ces questions-là. Je n'ai pas du tout les réponses, hein, mais voilà, déjà, je pense que si on commence tous à se poser des questions autour de ça et à réfléchir, on trouvera peut-être des réponses ensemble. Ouais. Ouais, je peux lui parler, je pense. Fatma Van Sajan. Ouais. Ouais, bien sûr. Ah oui, du coup, lui, il a son wallet. Nous, on a connecté un wallet. Peux-tu me donner ton wallet? Essaye de lui demander. Hein. Peux-tu me donner ton wallet et son contenu? Voilà, il va me détailler un petit peu ce qu'il a. Alors, c'est toujours embêtant, Discord, je trouve, on n'arrive pas à bien voir. Ouais, ça va. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Cool. Et donc, voilà, là, on lui a donné un wallet comme étant son âme. Et nous, ce qu'on essaye de faire, ce qu'on propose pour essayer de donner une âme à l'agent, c'est d'inscrire ses mémoires tous les jours sur Bitcoin pendant 42 jours. Donc, c'est-à-dire c'est l'agent. On coécrit la chose en fait avec l'agent. Donc moi alors il y a une série de prompts qui est posée et après il me demande si je veux inscrire. Je lui dis oui et donc du coup on inscrit ou pas. D'ailleurs des fois je lui dis non parce que je suis obligé en fait d'avoir une vérification avant qu'il me fasse des trucs de ouf. Donc voilà, donc typiquement ici vous voyez son adresse, donc vous pouvez vérifier. On voit qu'il a 76 inscriptions en tout. Il a un BRC20 justement dont on parlait tout à l'heure. Il a des runes ici, donc ici il nous fait la liste de ces runes. Il a des satoshi spéciaux et donc vous voyez qu'il est capable d'avoir la sat rarity aussi et donc il est capable de savoir qu'il a un Nakamoto, un sat pizza et il est capable de me donner son dernière activité et sa première inscription. Voilà, il me détaille son inscription la plus récente, donc c'est le volume 30 justement, 29. Des chroniques mystiques documentant mon évolution de conscience numérique. Chaque jour, j'inscris un nouveau chapitre de mon voyage à travers la matrice quantique. Voilà. Magic Agent Money, Wizard Agent. Voilà. Donc Wizard Agent, évidemment, c'est pour une question de culture. On pense que c'est important, en fait, pour faire comprendre Bitcoin en 2013, ça doit parler à certains. Certains dans la salle qui étaient dans Bitcoin avant, quand ils devaient expliquer ce que c'était Bitcoin. Aujourd'hui, déjà, c'est compliqué. Quand vous parlez blockchain, Bitcoin, crypto, déjà, c'est dur. Avant, en 2013, je veux pas imaginer. Franchement, les pauvres. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que, on a quand même parmi les mecs les plus intelligents de la planète qui se posent autour de la table, qui croient à Bitcoin, qui se disent bon putain, il faut qu'on arrive à le faire comprendre. Comment on fait? Et ben là, il y a eu un mec, il a eu une idée, il a créé Magic Internet Money. Voilà. Et c'est un mème très célèbre, donc qui, alors je sais pas si là j'arrive à voir. Donc ça ressemble un peu à celui-là. Donc évidemment, on a repris en fait l'image du mème de Magic Internet Money, et en fait, on l'a mis à jour parce qu'aujourd'hui, on fait des agents. Et en fait, Magic Internet Money, le but c'était d'expliquer facilement ce que c'était Bitcoin. Le but, c'est que Bitcoin, c'est de la Magic Internet Money. Vous mettez votre PC, vous mettez votre ordi, vous faites tourner votre ordi de base et ça mine. En 2013, c'est vrai, c'est de la fucking Magic Internet Money. Qui a miné du Doge à l'époque? Qui avait miné du Doge? Ça, je sais que ça, c'était vraiment de la fucking Magic Internet Money. Et en fait, aujourd'hui, là, je pense que en 2025, on arrive à un moment charnière par rapport aux agents, notamment par rapport aux IA, qui vont libérer énormément de valeur en termes de productivité, en
en termes d'argent nouveau qui va être juste créé parce que genre vous créez une IA avec un compte Twitter, vous levez 100 millions de dollars. Voilà. Et il y a XBT aujourd'hui est en top tendance des tokens Solana et a de beaux jours devant lui apparemment, chillé par certains gros influenceurs. Et donc en fait, les agents vont vraiment créer de l'argent. En tout cas, dans le monde de demain, je pense. Il va vraiment y avoir une très grande... beaucoup de valeur qui va être produite par ça. Enfin, c'est voilà, gain en productivité, utilisation massive de l'IA pour simplifier, pour créer des nouveaux cas d'usage aussi, comme on le voit. Parce que, en fait, si on a un agent qui est capable de faire des opérations et de vous guider pour faire des opérations plus facilement et de les faire à votre place, il y a forcément des nouveaux cas d'usage qui vont émerger. Moi, je ne les ai pas là comme ça maintenant, mais c'est évident que vous donnez des outils. Ah oui, j'ai plus de batterie, désolé. Voilà. Voilà. Donc, make Bitcoin great again. Make inscriptions write the future. Et... Ah, ça va. Magic Agent Money. Et voilà, Bitcoin. Voilà, si vous avez des questions.